Quand certains cerveaux avancent en ligne droite, d'autres bifurquent, explorent, se perdent, reviennent et finissent par découvrir des territoires que personne n'avait encore imaginés. Ce sont les cerveaux TDAH, rapides, sensibles, curieux, parfois débordés par leur propre intensité, mais porteurs d'un potentiel immense. Je suis Delphine Muller, neuropraticienne en neurofeedback. Bienvenue dans Turbulence cérébrale. Aujourd'hui, un épisode sur un autre paradoxe, celui de nos mémoires, ou comment un cerveau capable d'une précision extraordinaire peut oublier en 30 secondes ce qu'il faisait, tout en conservant des souvenirs vieux de 20 ans. Vous déposez vos clés quelque part, et 30 secondes plus tard, impossible de vous souvenir où. Vous tournez, vous revenez en arrière, vous ouvrez les mêmes tiroirs sans aucune trace de l'intention initiale. Et pendant cette recherche, vous tombez sur un vieux ticket, une photo oubliée, un objet minuscule et soudain, comme si quelqu'un rallumait une scène entière, le souvenir remonte d'un seul bloc. La lumière du lieu, la personne qui était avec vous, la couleur de son manteau, une phrase qu'elle avait dite, presque même l'odeur de l'instant. Ou ce digicode, les chiffres vous échappent, mais votre main sait exactement où se poser, comme si vos doigts, eux, conservaient la chorégraphie du geste, bien après que les chiffres aient disparu de votre mémoire consciente. Alors, comment peut-on oublier ce qui vient de se passer et se rappeler parfaitement ce qui date de 20 ans? Parce que nous n'avons pas une mémoire, mais nous avons des mémoires. Et pour comprendre le TDAH, cette distinction est absolument essentielle. Imaginez une grande ville, votre cerveau, avec ses quartiers, ses artisans, ses routes et son administration centrale. Nous allons commencer la visite par le premier quartier, l'hippocampe. C'est un quartier très ancien et c'est ici que les artisans transforment ce que vous vivez en épisodes comme des scènes d'une série. Ils prennent les éléments essentiels, le lieu, le moment, les personnes, l'ambiance, l'émotion, et ils en font une scène cohérente. C'est la mémoire épisodique, celle qui raconte votre histoire. Pour saisir à quel point ce quartier est vital, on peut évoquer l'histoire d'Henri Molaison. Henri souffrait d'épilepsie sévère. Et puis, dans les années 50, on ignorait encore que l'hippocampe était indispensable pour enregistrer les expériences de vie. On lui a donc retiré une grande partie de cet hippocampe. Il a survécu, il se souvenait de son enfance, mais il ne pouvait plus créer aucun nouveau souvenir. On sortait de la pièce, on revenait, et pour lui, c'était comme si l'on arrivait pour la première fois. Le présent n'arrivait plus à s'inscrire nulle part. Ce que cela révèle, dans ce quartier, ce n'est pas la vie qui s'efface, mais la continuité des expériences qui ne peuvent plus se fixer. Quelques rues plus loin, l'ambiance change. On arrive dans le quartier de l'amygdale. Ici, rien n'est rangé, rien n'est classé, les habitants ne fabriquent pas de souvenirs. Ils jugent l'importance de ce qui arrive. Ils donnent une valence émotionnelle à chaque événement. Est-ce menaçant? Est-ce précieux? Est-ce rare? Est-ce joyeux? Est-ce quelque chose qui mérite d'être conservé plutôt que laissé filer? Ce sont un peu les procureurs émotionnels de la ville. Ils évaluent, pèsent, tranchent. Et quand quelque chose compte vraiment, un choc, une joie immense, un moment fondateur, l'amygdale envoie un message urgent à l'hippocampe en lui disant « Celui-là, tu le gardes, mets un post-it rouge, ne le laisse surtout pas disparaître. » L'amygdale renforce quantité de souvenirs, les très heureux, mais aussi les très tristes, les très marquants. Elle amplifie leurs traces et c'est ce poids émotionnel qui explique pourquoi certains souvenirs restent alors que d'autres s'effacent. Encore quelques rues et l'on arrive dans le quartier des ganglions de la base, chez les artisans de la mémoire procédurale. Ici, les habitants transforment la répétition en automatisme. Marcher, conduire, faire du vélo, taper sur un clavier sans regarder, retrouver un objet rangé au même endroit, simplement parce que la routine l'a ancré là. C'est ici que l'on comprend enfin pourquoi le digicode reste gravé dans les doigts
alors que les chiffres se sont effacés de la mémoire consciente. Le geste, lui, a été automatisé. En bref, les ganglions de la base simplifient la vie. Ils économisent l'énergie du cortex préfrontal, un quartier que nous visiterons un peu plus loin, car une action automatisée ne demande presque plus aucun effort conscient. Un peu plus loin encore, on trouve un quartier plus calme, situé dans le cortex temporal, donc plus en surface que l'hippocampe, l'amygdale ou les ganglions de la base. Ici vivent les artisans de la mémoire sémantique. Contrairement à la mémoire épisodique, elle ne raconte pas notre vie, elle construit vos concepts. Elle ne retient pas une chaise particulière, la chaise de grand-papa dont on se rappelle comme si c'était hier, qu'on peut visualiser. Ça, c'est l'hippocampe. Non, elle retient le concept de chaise, la catégorie, les propriétés générales, le sens. Elle organise les mots, les notions, les catégories, les concepts abstraits. C'est votre bibliothèque interne, celle où l'on sait que l'on sait. Alors, quand vous voyez, entendez, touchez ou sentez quelque chose, l'information entre d'abord par les systèmes sensoriels. Ensuite, l'amygdale filtre l'urgence émotionnelle, l'hippocampe organise la scène, les ganglions de la base gèrent ce qui relève des automatismes. Et au sommet de cette hiérarchie, dans la partie la plus récente du cerveau, juste derrière votre front, se trouve le fameux cortex préfrontal, le véritable directeur administratif de la ville. Celui qui garde en tête l'information utile pendant que vous agissez, qu'on appelle la mémoire de travail, sélectionne ce qui compte, maintient le fil d'une action, résiste aux distractions, anticipe, planifie, régule le comportement et contribue à la stabilité émotionnelle et relationnelle. On pourrait d'ailleurs dire que le cortex préfrontal est le quartier le moins peuplé de la ville, non pas parce qu'il serait moins important, mais parce qu'il dépose de très peu d'habitants pour une quantité immense de tâches. Là où l'hippocampe, l'amygdale ou les ganglions de la base fonctionnent avec des milliers d'artisans spécialisés, le cortex préfrontal, lui, n'a qu'une petite équipe polyvalente, brillante, mais vite débordée. Sa mission, garder en tête ce que vous êtes en train de faire, maintenir le cap, inhiber ce qui pourrait vous détourner, organiser l'action seconde après seconde. Mais avec si peu d'habitants et autant de responsabilités, la moindre surcharge, la moindre émotion un peu forte, la moindre distraction suffit à le saturer. C'est cette fragilité structurelle, cette capacité limitée à traiter plusieurs demandes simultanées qui explique pourquoi la mémoire de travail peut lâcher d'un coup, même lorsque toutes les autres mémoires fonctionnent parfaitement. Petite histoire, pour mieux comprendre ce cortex préfrontal. En 1848, Phineas Gage travaille sur une ligne de chemin de fer. Alors, une explosion propulse une barre de fer qui lui traverse son crâne et endommage profondément son cortex préfrontal. Cependant, il survit, mais, quand bien même sa mémoire reste intacte, ses automatismes aussi, sa personnalité change complètement. Moins de contrôle émotionnel, moins d'anticipation, moins de stabilité, moins de cohérence, plus d'irritabilité. C'était la première démonstration que ce quartier gouverne non seulement l'organisation de la pensée, mais aussi une grande partie de ce que nous appelons la personnalité. Et alors, dans le TDAH, eh bien, dans le TDAH, l'hippocampe fonctionne. L'amygdale aussi. Les ganglions de la base fonctionnent aussi. Puis la mémoire sémantique également. Mais le cortex préfrontal, lui, a plus de mal à maintenir la synchronisation. Il se sature plus vite, perd le fil plus rapidement, bascule d'une information à l'autre sans terminer la première. La mémoire de travail décroche, le projecteur attentionnel glisse, le fil disparaît. Et c'est ce paradoxe qui est typique.
Donc on peut oublier ce qu'on faisait il y a 30 secondes, mais se souvenir d'un épisode vieux de 20 ans avec une netteté saisissante. Alors, comment fait-on quand l'administration centrale décroche plus vite? Premier geste, c'est d'externaliser l'information. Chez un cerveau TDAH, une tâche gardée entre guillemets en orbite dans le cortex préfrontal, comme appeler quelqu'un, acheter quelque chose, ne pas oublier une action, occupe de la place inutilement et disparaît dès que la saturation arrive. Poser l'information dehors, dans un agenda, une note, un rappel, un tableau, libère immédiatement l'espace mental du cortex préfrontal. Ensuite, créer des routines solides. Entrer chez soi et toujours vider ses poches dans le même panier. Clés, écouteurs, lunettes, reçus. Au début, c'est volontaire, puis cela devient automatique. Et un geste automatisé n'a plus besoin du cortex préfrontal, ce qui signifie moins de surcharge, moins d'oubli et donc moins de chaos. On peut aussi laisser ces paires de lunettes de vue dans différentes pièces. On crée des zones créer des zones d'atterrissage pour les objets nomades. Ainsi, le cortex préfrontal cesse de courir après toute la journée. Un cerveau TDAH n'a pas besoin d'être corrigé. Il a besoin d'être compris et accompagné avec intelligence, humour et bienveillance. À très vite et d'ici là, gardez votre grain de folie. C'est souvent là que le génie se cache. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes de Turbulence cérébrale.